Les artistes deviennent leurs propres médias, ils ont leur propre storytelling, images et univers. Qu'attendent les marques ou les plateformes d'un artiste pour miser sur lui aujourd'hui? Et je vais directement commencer avec M. Tété pour avoir la sous-question, pour présenter la sous-question qui serait: comment est perçue la cohérence entre l'identité artistique et les valeurs d'une marque? Alors, très bonne question et très belle question. Qu'attendent les marques pour miser sur ces artistes qui deviennent des sources de revenus, des économies, des sociétés, des entreprises? La réponse, je pense qu'elle est autour de la table. On attend que vous nous apportiez des projets. On attend que vous compreniez ce que vous êtes comme marque et comment vous arriverez à vous intégrer à l'univers des marques qui devraient coexister avec ce que vous êtes. Parce que vous êtes des leviers. Je vais donner un exemple, un simple exemple. Ovif est une marque. Et Céline Banza, ça vous parle? Question ouverte. Hein. Moi j'aime les interactions. Céline Banza, ça vous parle? Alors, question à madame. Qu'est-ce que vous avez, quand vous fermez vos yeux et vous écoutez la musique de... Est-ce que la régie peut diffuser une musique de Céline ou bien c'est impossible, c'est compliqué? L'avenir se redéfinit beaucoup. Découvrez une excellente chanteuse pour des générations à venir et protéger la nature. Oubliez, source de bien-être. Je crois que c'est le meilleur exemple de Je crois que j'ai essayé de déflorer la réponse. Donc ça veut dire qu'il faut... On n'attend pas. On subit et on se subit au fait. On coexiste. Parce qu'une marque, pourquoi j'ai parlé de eau vive? Parce que ce que représente eau vive, c'est de l'eau. Hein. C'est de l'eau. Après nous, on va essayer de, voilà, terme marketing, on va créer un storytelling et on va trouver ce qu'on appelle les centres d'intérêt. On va trouver ce qu'on appelle en marketing des piliers, des piliers où les marques vont venir coexister avec d'autres marques. Et ces marques, ça peut être un artiste, ça peut être un sportif, ça peut être. Voilà. Donc, on n'attend pas. Parce que si on attendait, je ne peux pas citer la concurrence, je vais citer un exemple. Si on attendait, voilà, Best of the Best n'aurait pas existé par exemple. Si on attendait, on n'aurait pas eu ce beau télécrochet qu'est un. Il y a un télécrochet qui est assez intéressant là, avec une marque gazeuse rouge. Et puis il y a un nom studio après. Voilà, ça n'aurait pas existé si on attendait. Vous avez vu l'exemple, dans l'exemple de Castel par contre, il y a Eric Nice, qui est artiste, qui est un emblème de réussite, un start-upper par exemple. Pourquoi Castel avec Eric Nice? Pourquoi Castel avec des peintres ou des photographes? Parce que le positionnement de Castel se positionne, donc cette marque se positionne comme l'ami, ou si vous voulez, un univers qui célèbre les réussites panafricaines. C'est ça le positionnement, c'est ça l'étiquette qu'on a collée à cette marque. Et c'est quoi le positionnement de Eau Vive? C'est l'écologie. C'est pour ça qu'on ne fait pas du plastique. On fait du verre, parce que c'est l'avenir. Et quand vous écoutez la chanson de Céline que je viens d'écouter, le titre, c'est Fragile. Moi, marketeur, ça me parle parce que l'eau est fragile, sa voix, elle est fragile. Les textes de cette chanson sont... Il y a une mélancolie, mais il y a une joie. Vous avez vu mon mouvement? Il y a une mélancolie et une joie. C'est le mouvement de l'eau. Le branding personnel joue-t-il un rôle dans le succès numérique d'un artiste? Effectivement, je suis très content de l'exemple qu'il vient de prendre parce que avec sa communauté qu'il engage sur les réseaux sociaux, en fait, les valeurs qu'il défend sur les réseaux sociaux et
la communauté qui l'arrange, ça n'est pas dessus. Je prendrais l'exemple d'un artiste comme Super 95, un artiste ivoirien. Et je me rappelle quand il préparait la sortie de son projet, l'un album qui est sorti avant le président là. Tellement les valeurs, le process, je ne vais pas citer le nom de marque, on peut faire la publicité. Le process de communication qu'il a utilisé a tellement été fort que même l'ambassade de France a suivi dessus. Et vous savez qu'une ambassade, c'est très critique en fait. Il y a l'aspect politique. Une ambassade ne s'engage pas de se mettre à communiquer sur un truc pour rien. Donc il a réussi à grainer un mouvement avec le facteur syndicat. Or, il y a un message derrière en fait. Il a réussi à créer un mouvement où l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire l'a reçu à l'ambassade. Ils ont fait une photo, ils ont publié sur le YouTube de l'ambassade. Donc, pour répondre à la question, oui, c'est ça en fait. Le branding de l'artiste et avec maintenant sa manière de communiquer, la communauté qui l'arrange dessus au travers des réseaux sociaux, c'est des facteurs justement qui corrèlent avec ça. C'est très intéressant. Une question très intéressante et surtout après les interventions précédentes. Là, on parle bien entendu de cette infrastructure technologique qui va permettre aux marques, comme je l'ai dit aux artistes, de pouvoir capitaliser et monétiser leur contenu. Alors, on a parlé de CRBT. Le CRBT, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, qui à l'époque, certains l'ont appelé le TIDOCBN, d'autres l'ont appelé autrement. C'était une innovation. Ça reste d'actualité parce que le contenu est dynamique. C'est-à-dire que le service, à l'époque, en 2007, quand je le lançais, on avait lancé avec la chanson de Shakira à l'époque, on avait du mal à pénétrer un petit peu les artistes locaux. Ils étaient hésitants, ils se sont tellement fait rouler dans la farine plusieurs fois, c'était très difficile de les convaincre de mettre leur contenu, leur musique. Et plus tard, certains opérateurs ont eu même certains soucis de droit, etc. Parce que un artiste qui prétendait être détenteur de son droit sur la musique, on se rendait compte plus tard que ce n'était pas lui, c'était quelqu'un d'autre et tout. Alors ce que je veux dire, c'est que le CRBT continuera. L'innovation dans le CRBT, c'est dans le contenu. C'est vrai qu'il y a un potentiel encore inexploré. C'est certaines options. Aujourd'hui, c'est juste écouter. Je me rappelle que c'est certaines options qui ne datent pas d'aujourd'hui, qui n'ont malheureusement pas encore été exploitées par les opérateurs, qui vous permet à vous de configurer des musiques d'attente pour chaque catégorie de personnes. Je peux configurer une musique d'attente pour ma femme. Donc, quand son numéro m'appelle, on appelle ça DIY, do it yourself. Donc, fais-le toi-même. Tu configures pour ta femme, tu configures pour ton fils, tu configures pour ton ami. Ça fait que chaque personne qui appelle peut écouter sa musique. Et donc, ça permet de diversifier le contenu. Ça permet aux artistes de pouvoir proposer un peu plus et à chaque fois. On a parlé d'Insta Voice. Insta Voice, on va dire, c'est le nom générique pour les services célébrités des opérateurs. C'est quand vous appelez, vous recevez des appels et on vous dit je suis Louis Rasson, je suis Innocent Balmé, j'aimerais vous partager, rester en contact avec vous, partager un message journalier avec vous, appuyez sur 1 pour vous abonner. C'est un service que nous avions lancé à l'époque qui, nous avions constaté que les gens veulent être en contact avec leurs célébrités, leurs artistes. Ils veulent savoir ce qui se passe dans leur quotidien. Le seul moyen à ce moment-là, c'était dans ce qui se passe à la télé, les people et tout ça. Mais aussi, à l'époque, les réseaux sociaux venaient de commencer. Mais la faible pénétration d'Internet faisait que une grande partie de la population n'avait pas accès ni au téléphone, au smartphone capable de faire l'Internet, ni même en ayant l'Internet, le smartphone ne pouvait pas accéder à Internet tout le temps. Aujourd'hui, j'ai consulté le dernier rapport du régulateur, de la RPTC. Au T4, c'est-à-dire le dernier trimestre 2024,
le taux de pénétration est encore à 35, 39 peut-être. Non, maintenant 32. Il est passé de 31,5 à 32,03. Donc, c'est encore assez faible. C'est en dessous et peut-être encore trois quarts de la population qui n'a pas accès à Internet. Alors, ce service permettait aux célébrités, aux artistes, de pouvoir poster et atteindre leurs fans directement au travers des réseaux mobiles, pas sans besoin d'Internet. L'idée, c'était que la célébrité postait elle-même, ou le musicien poste lui-même son contenu, et dedans, il crée un petit microcosme, une petite communauté, où il partage avec ses fans, et dedans, c'est un petit peu dans les innovations, il met de l'exclusivité, c'est-à-dire, ah tiens, vous voulez connaître mon prochain son, je vous en donne un extrait en primeur, ou vous voulez voilà, des nouvelles exclusives. Peut-être plus tard, on va développer aussi, pour rejoindre les amis, qu'est-ce qu'on attend des artistes. C'est de l'engagement, en fait. Il ne faudra pas qu'ils attendent, après avoir fait un son, et ils ne font plus rien. Il faut qu'ils y mettent du leur. Il y a des technologies qui existent, il y a beaucoup de choses. Il y a par exemple le NFT qui permet d'acheter, de vendre aux artistes, de vendre leur son, peut-être en édition limitée. Il faut comprendre un truc. Nous vivons un changement de paradigme radical. On est passé du CD que vous connaissez aux plateformes. On est passé du studio à TikTok. On est passé de la scène au cloud. Ça veut dire quoi? Toute la chaîne de valeur de l'industrie de la musique s'est modifiée totalement. Elle est totalement devenue digitalisée. Et l'un des éléments de cette chaîne de valeur, qui était la distribution, à l'époque, qui était la distribution physique, est devenu ce qu'on appelle aujourd'hui la distribution numérique ou encore la distribution digitale, qui est totalement corrélée justement à la question qu'on pose aux plateformes. La réalité, concrètement, la réalité du streaming musical en Afrique francophone aujourd'hui, c'est un paradoxe en fait. La réalité, c'est qu'on vit un paradoxe d'une évolution sans captation de valeur. Ça veut dire quoi? On a beaucoup de plateformes qui viennent, on a beaucoup d'artistes qui font des millions de vues, que ce soit au Congo, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Cameroun, mais au niveau de la captation de valeur, c'est zéro. Je prendrai un exemple que je parle dans mon livre et que j'ai publié dans les tribunes pour le quotidien d'économie. Je prends l'exemple de Tamsi parce que c'est le plus gros hit de ces dernières années qu'on a eu en Afrique francophone. La réalité, c'est quoi? Vous voyez les 10 millions de vues que Tamsi a, les 170 millions de vues qu'il y a sur la vidéo de Tamsi sur YouTube. Dans 170 millions de vues, il y a 10 millions de vues qui ont été générées au Sénégal. Vous savez combien ça a généré? Ça a généré à peine 900 euros. Et maintenant, dans ces 170 millions de vues, il y a 40 millions de vues qui ont été générées en Côte d'Ivoire. Vous savez combien ça a généré? Donnez-moi un chiffre, s'il vous plaît. 500. Combien? 500 euros. Ça a donné 0 francs. Parce que le Sénégal, à ce jour, est le seul pays d'Afrique subsaharienne francophone qui a accès à la monétisation sur YouTube. Et même comme ils ont accès à la monétisation, c'est encore très bas par rapport aux pays déjà développés. Parce qu'on est dans des pays qui sont encore des low payer market. Donc du coup, il y a un paradoxe entre une accélération de la croissance digitale et la captation de valeur. Donc on a beaucoup d'artistes sur le marché local qui fait 10 millions de vues, mais s'il fait 10 millions de vues, un artiste congolais qui fait 10 millions de vues, si c'est les Congolais qui ont regardé, c'est 0 francs CFA. Ça, c'est la réalité qui est brutale par rapport à ça en fait. Tu vois? Donc c'est ça la réalité c'est ce paradoxe. Mais maintenant, cette figure, ça fait pleurer, tu vois. Mais maintenant, il y a un autre moyen de voir les choses. Maintenant, grâce à la digitalisation aujourd'hui, certes on a des artistes qui font des millions de vues qui ne sont pas générales locales, maintenant il y a la diaspora. La chance qu'il y a, c'est que les Congolais, par exemple, je parle du cas de Congo parce que nous sommes au Congo, les artistes congolais, par exemple, qui font des millions de vues, il y a une diaspora congolaise, il y a une diaspora africaine qui est à l'étranger. D'ailleurs, les revenus de tout ce qui est streaming, vidéo, en Afrique subsaharienne francophone, à 95%, c'est 95-98%, c'est la diaspora. Donc ça, c'est la réalité du marché du streaming musical
en Afrique francophone et encore plus au Congo. La deuxième question, c'était, rappelez-moi. Justement, cette même sous-question va être aussi posée à M. Jonathan, c'est quels sont les leviers encore sous-exploités? Voilà, justement. Quand on parle d'économie numérique, parce que je fais une fois, j'ai élargi le débat de l'économie numérique, il y a beaucoup de leviers qui sont encore sous-exploités. Il y a le levier, monsieur parlait tout à l'heure de NFT, tout. Ça, c'est même un peu là. Il y a des leviers, par exemple, de co-construction, de partenariat avec les marques. Je prends un exemple très simple. Aujourd'hui, le digital, vous devez comprendre que le digital ne sert pas qu'à faire streamer sa musique. Le digital peut être un levier pour un artiste pour aller négocier avec une marque. Je prends un exemple très simple. Tu es un artiste, c'est un point qu'on va parler au prochain débat, à la prochaine table. Tu es un artiste, tu te rends compte que tu as une grosse communauté qui te suit, et tu te rends compte qu'il y a telle marque qui fait une activité dans telle région. Et ton message que tu divulgues, ton image, ton brand que tu vends est totalement en cohérence avec la marque. Donc, c'est une occasion pour toi en tant que manager, en tant qu'artiste, d'aller essayer de négocier avec la marque. Plein d'options qui jusqu'à ce jour n'est pas exploité. Parce que il y a cette méfiance de la part des artistes, mais également un certain manque d'engagement que nous avons constaté auprès des artistes. Et donc les opérateurs ont eu une certaine réticence à un certain moment de mettre en avant ou d'exploiter ces options qui existent. Avant même de parler de nouveautés, il y a des options qui existent. Alors, par rapport à ce qui est nouveau, nous avons l'intelligence artificielle, par exemple. J'ai entendu M. Davy parler de... dans un coin, un artiste sait qu'il est suivi dans tel coin et une marque veut faire une promotion dans ce coin. Pour me calquer un peu sur cette idée, l'intelligence artificielle aujourd'hui peut aider, au travers de la technologie, de vous proposer ou de proposer aux consommateurs une playlist, par exemple, tout à fait personnalisée, en fonction des habitudes. J'ai l'habitude, comme M. Honoré, de se réveiller un matin avec X chansons, ou j'ai l'habitude, à telle heure de la soirée, de faire d'écouter telle musique. Eh bien, l'intelligence artificielle peut permettre de créer, de générer des playlists tout à fait adaptées à mon style mes habitudes. Il y a ce qui n'est pas peut-être encore très installé ici, les réalités virtuelles, les réalités augmentées, qui peuvent également être très intéressantes avec les réalités virtuelles ou plutôt les réalités augmentées. On peut entrer dans la vie de l'artiste. On peut entrer dans son quotidien, visiter sa maison de chez soi. Ça crée de l'engagement. Moi, j'insiste sur l'engagement parce que dans le ranking des plateformes qui génèrent le plus de revenus, il y a Spotify. Spotify, lorsqu'on a interrogé leur DG, il a dit on s'est plaint, vous rémunérez très peu vos plus. Créer une certaine interaction avec elles, une certaine communauté, et pourquoi pas, nous on avait dans notre service prévu quelque chose qu'on appelait Dinner with Artists, Dinner with Celebrity. C'est-à-dire on crée une instance. Quel rôle peuvent jouer les marques dans ces systèmes hybrides? Et aussi, peuvent-elles financer ou soutenir ces modèles mixtes? Merci. J'aime bien répondre par des exemples concrets. Parce que tu as parlé en français. Nous, les pragmatiques, on parle pas bien français. Alors, très belle question. Je vais reposer une question à l'Assemblée. Qui se rappelle de Skoll? C'est bien, pas seulement mon père. Alors, qui se rappelle de Skoll Tindika Lokito? Est-ce que vous savez que cette chanson est sur Spotify? Pourtant, elle date de 2003, je crois. 2003-2004. Alors, quand j'ai eu vent, j'ai parlé à Bila, une fois, l'année passée, au mois d'août. Il me dit, ouais,
Moi, de la guerre à côté. Alors je vais sur YouTube, je vois Scott avec les économies, le business model d'aujourd'hui, tout le monde peut prendre tout contenu et voilà, mettre sa page. Surtout qu'il faille qu'il y ait eu avant la partie juridique calée. Donc pour ce cas d'études Skoll, par exemple, on a remarqué qu'il y avait, j'ai envie de dire, presque pas de propriétaire en fait. Encore moins le groupe Castel ou la Bracomo que je représente. On n'était pas propriétaire, mais nous on a financé. Et à l'époque, vous savez, ça coûtait faire des campagnes comme ça. Donc, de cette problématique, on a trouvé l'opportunité. Moi, j'ai une marque aujourd'hui que j'appelle un colis. Je vais vous faire écouter quelque chose qui se trouve sur Spotify. Deux styles, deux générations, deux modèles, deux univers musicaux totalement différents, deux cultures différentes, mais qui se rejoignent. L'esprit de Kinshasa, l'esprit quinois, l'esprit de musique. Donc c'est pour répondre un peu à la sous-question, est-ce que ces modèles peuvent coexister? Oui. À l'époque, on avait fait un CD, je suppose, avec Skoll. Aujourd'hui, on a lancé cette campagne sur Spotify d'abord. On a fait un clip, et du clip, on a fait un festival qui s'appelle 100% Koi, à Matongé. Et de ce festival, bon, les gars de la concurrence sont pas là. Voilà, on va lancer le prochain, le next. En fait, pour répondre à cette question, moi j'ai toujours dit, les premières problématiques, c'est que déjà, dans notre univers, dans notre contexte, africain, mais je veux dire plutôt congolais, parce qu'on est au Congo, on est chez nous, les artistes ne conçoivent pas les projets artistiques comme des projets économiques. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Économique, je pense qu'il va y avoir une notion juste après, le business model, le business plan, le business model. Et la prochaine question qui va sous-tendre de cette question, c'est how you make money out of it. Comment tu génères de l'argent. Voilà, je ne sais pas le dire différemment, mais on s'est compris. Comment ce projet génère de l'argent. Moi, je crois que c'est les questions de départ qu'il faille se poser. C'est chaque partie venir avec une partie du puzzle. Et c'est là qu'on aura de la coexistence, c'est là qu'on aura de la vraie valeur ajoutée, et c'est là qu'on va avoir, justement, monsieur parlait ici de la notion de chaîne de valeur, et voilà, ça ne s'arrête jamais. Vous continuez, parce que les marques ne s'arrêtent jamais. J'ai expliqué tout à l'heure que l'eau est l'eau. L'eau vive est une marque, et qui dit marque, elle va devoir exister. Centre d'intérêt, habitude, voilà. J'espère avoir répondu à la question. J'ai aimé la question, mais j'ai voulu retourner la question différemment pour qu'on aille un peu, pour qu'on retourne sur les bases, qu'on retourne aux vraies problématiques qui feraient que justement cette question finalement ait un sens dans le contexte qui est souvent le nôtre.